Dans ce reportage, Aïssa, tu nous emmènes à la rencontre de mères de migrants disparus en Méditerranée avec des témoignages saisissants. Tu nous proposes également une mise en perspective des raisons qui poussent à ce phénomène. C'est un fléau qui n'est pas près de disparaître de sitôt. L'immigration irrégulière, propre à la plupart des pays pauvres ou en voie de développement, continue de représenter pour bon nombre de personnes, et en particulier les plus jeunes, l'espoir d'un avenir meilleur, d'une vie digne et décente, et surtout d'un futur prospère. Car ce sont chaque année des centaines, voire des milliers de Tunisiens qui se ruent vers l'Europe via l'Italie, des prairies où l'herbe leur semble plus verte et le destin plus indulgent. Ce n'est pourtant pas sans risque. Loin de là. La route vers cette utopie est longue et parsemée d'embûches. Seuls les plus forts et les plus chanceux arriveront au bout de cet exode meurtrier. Pour les autres, ce sont les abîmes de la Méditerranée qui leur fera office de dernière demeure. Des âmes perdues, laissant derrière elles peine et désolation au sein de leurs familles meurtries, ainsi qu'un sentiment indescriptible chez les mères de famille. Et c'est en plein cœur de Tunis qu'elles sont venues exprimer leur désarroi et crier leur colère le jeudi 12 octobre 2017. Nous sommes à l'avenue Habib Bourguiba, devant le théâtre municipal. Quelques dizaines de personnes sont venues apporter leur soutien à ces mères qui ne peuvent pas faire le deuil. Rachida Beji est l'une d'entre elles. Elle a 57 ans et vit à Hay Nour à Al-Kabariya, un quartier populaire du Grand Tunis. Son fils, Ayman El-Ayari, a quitté la Tunisie en 2011. Il avait 18 ans à l'époque. Il était 5 heures du matin lorsque Ayman a pris le large. Mon fils était à la fleur de l'âge. Il était encore à l'école en 5e année. Quand il a vu sa mère travailler comme femme de ménage, mon fils s'est senti mal et il a voulu améliorer notre avenir après la Révolution. Sauf que notre avenir a totalement été détruit. Lorsqu'il m'a appelé à 5 heures du matin, il m'a dit « Maman, je vais partir ». Je lui ai répondu « Reviens mon fils, que Dieu te bénisse ». Il a refusé et il est parti. Quand il est arrivé en Italie à 9h30 du soir, il a dit qu'ils étaient arrivés et qu'ils attendaient que les autorités italiennes les fassent rentrer. Ça nous a fait plaisir d'entendre cette nouvelle. Mais depuis, nous n'avons plus eu de contact téléphonique. Après une semaine, j'ai vu mon fils à la télévision. On s'est dit qu'on allait avoir de ces nouvelles, mais après un mois, toujours rien. Nous sommes partis au ministère des Affaires étrangères, leur dire que nos enfants étaient toujours vivants. Ils nous ont répondu qu'ils nous tiendraient au courant. On a envoyé à droite et à gauche pendant presque une année. Je suis partie voir Hamadi Jbeli, le Premier ministre de l'époque. Il m'a permis d'avoir un visa. Je suis partie en Italie, même si je suis une vieille dame. J'étais avec un groupe de femmes. Quand on est arrivé en Italie, nous avons dormi dans la rue. On a mangé de la poubelle. Mon mari est décédé après ça. Je l'avais laissé actif et en bonne santé. Quand je suis revenue, je l'ai trouvé mort. Après 2 mois, j'ai refait un autre visa pour revenir en Italie. Nous sommes allés à l'ambassade tunisienne en Italie, mais rien. Les Italiens, on leur fait pitié. Ils ressentent notre douleur, alors que les Tunisiens n'en ont rien à faire. Si tu voyais dans quel état nous étions. Je cherche mon enfant, mon propre sang. Nous ne pouvons plus faire preuve de patience. Le 6 septembre 2012, c'est une date que Samira Boutara ne pourra jamais oublier. Ni elle, ni sa famille qui habitent dans le quartier populaire de Zayatine, Ajbel Ahmer. Rachid Boutara s'est lancé dans la Méditerranée au bord d'une embarcation qui transportait 136 personnes au total. Après leur naufrage non loin des côtes italiennes, seuls 56 d'entre eux sont arrivés à nager jusqu'à terre. Les autres sont portés disparus. Le problème de mon fils, c'est qu'il est trop sensible. Il me voyait toujours fatiguée, travailler en tant que femme de ménage. Il a voulu enlever un poids pour la famille. Il m'a dit « Laisse-moi partir pour que je puisse t'aider, pour que tu n'aies plus à travailler et à te fatiguer. Tu t'es assez sacrifié pour nous. » Je lui ai répondu « Je ne veux pas mon fils. J'ai travaillé toute ma vie.
Pour vous, je ramasserai même la poubelle. Le plus important, c'est que vous soyez à côté de moi. Il m'a répondu qu'il partirait, avec ou sans ma bénédiction. Qu'il partira travailler pour que je n'ai plus à travailler dans les maisons alors que je suis malade. J'ai des cailloux dans les reins, j'ai souvent des crises et il me voyait dans cet état. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de mes reins. Le plus important était qu'il reste près de moi. Je l'ai supplié, je lui ai dit qu'on ne vit et qu'on ne meurt qu'une fois. Je lui ai dit que si je mourrais en sa compagnie, c'était mieux. Il a insisté et il m'a dit qu'il partirait, que je le veuille ou pas, qu'il ne voulait pas me voir dans cet état. J'aurais préféré le voir mourir devant moi que de le voir immigrer clandestinement, car aujourd'hui mon fils est porté disparu depuis 5 ans. 5 ans que je ne sais rien sur mon fils. Pour nous, aujourd'hui, les fêtes ne sont plus des fêtes. On n'arrive plus à dormir. Son père est tombé malade, toute la famille s'est effondrée. Mon fils est parti, cela fait 5 ans aujourd'hui. 5 ans pendant lesquels je me sens comme morte. Est-ce que quelqu'un pourrait dormir, sachant que son fils n'est pas près de lui? Pourquoi? Franchement, si je trouve une manière d'immigrer illégalement, je le ferai. Je fouillerai toute l'Italie, de fond en comble pour retrouver mon fils. Pourquoi je resterai ici? Fatma Kasraoui de Beb Jdid à Tunis est la mère de Ramzi El Wahrezi. Accompagnée de 9 autres jeunes hommes de Beb Jdid, Ramzi, 25 ans, a pris la mer le 1er mars 2011 à partir de Hawaria dans une embarcation avec à son bord 22 personnes au total. Depuis, Fatma a fondé une association qu'elle préside, l'association des mères de disparus. Elle vient en aide à d'autres femmes qui, elles aussi, ont perdu leurs enfants dans une tentative d'immigration irrégulière. Pour Fatma, ce n'est pas le hasard qui est à l'origine de leur malheur, mais la société dans laquelle nous vivons. La première cause qui fait que les jeunes immigrent clandestinement, c'est qu'ils n'ont pas de moyens matériels. Et parfois, certains ne trouvent même pas de quoi dîner, par exemple. Moi, je dis qu'il faut toujours remercier Dieu. Il y a toujours des gens qui ont plus de moyens que nous et d'autres qui en ont moins. Il y a des jeunes qui ne trouvent même pas de quoi acheter des chaussures ou acheter des claquettes comme leurs amis. Ils prennent parfois une cigarette de chez leurs amis. Les policiers les harcèlent et les poursuivent. C'est comme ça dans les quartiers populaires depuis l'époque de Ben Ali. Et la discrimination se poursuit jusqu'à aujourd'hui encore. Parfois, le jeune se dit qu'il est chômeur et qu'il n'a aucune chance de construire son avenir. Alors il se dit qu'il doit tenter sa chance pour immigrer, construire son avenir, même s'il risque de mourir en chemin. C'est pour cela que l'immigration clandestine se poursuivra encore longtemps. C'est vrai que certaines mères donnent de l'argent à leurs enfants pour qu'ils immigrent, mais à cause de ces quelques cas, maintenant nous sommes victimes de préjugés. Mais est-ce que tu vis vraiment ce que je vis? Si toi tu vis bien, moi je ne trouve même pas de quoi dîner le soir. Donc oui, je pourrais encourager mon fils à immigrer, espérer qu'il arrive à bon port pour qu'il puisse ramener encore de quoi subsister, pour qu'il devienne un homme et qu'il devienne comme les autres. Pouvez-vous le comprendre ou pas? Parce que c'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Malgré tout cela, Fatma ne perd pas espoir de revoir un jour son fils. Mon fils travaillait. Il a étudié jusqu'en 3e année secondaire. Et ensuite, il a arrêté ses études. C'est à cause de la pauvreté et de la misère. Mon mari a eu un accident de travail. Il est amputé de la jambe. Quand il voyait son père comme cela, il voulait travailler et construire un avenir. Son rêve était d'emmener son père en Italie ou en France pour lui offrir une nouvelle jambe. Croyez-moi, quand il a eu l'occasion d'immigrer, c'était dans la période de la Révolution. Il a amassé l'argent et ses frères l'ont aidé, mais je n'étais au courant de rien. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. Mais au fond de moi, je sens qu'il est vivant, j'en suis sûre. La question du phénomène de la migration irrégulière est une question complexe, tant elle est liée à de nombreux facteurs. Vouloir y faire face demande ainsi une analyse en profondeur du climat socio-économique qui pousse tant de jeunes à risquer leur vie en tentant cette traversée meurtrière que la Méditerranée a à offrir. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux travaille sur ce dossier depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes partis dans ses bureaux de Tunis pour tenter d'en savoir plus. Nous avons pour cela rencontré la personne en charge de la question de la migration irrégulière. Rim Boisrouge, chargé de la migration au sein du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, nous a reçus donc, dans les locaux du FTDES en plein cœur de la capitale. Pour entrer dans le vif du sujet, que disent les dernières statistiques concernant les Tunisiens candidats à l'immigration irrégulière? Vous avez d'ailleurs présenté un rapport dernièrement.
D'accord. Donc les chiffres qu'on a présentés dans notre rapport, c'est 2652 le nombre de personnes qui ont essayé de traverser et qui ont été arrêtées par les autorités tunisiennes, et ceci de janvier jusqu'à septembre 2017. Parmi eux, 1040 personnes ont été arrêtées entre le mois de juillet, août et septembre 2017. Donc on a en 3 mois plus que le double des personnes qui ont été arrêtées de janvier à juin. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, 2700 Tunisiens sont arrivés en Italie, dont 1400 personnes sont arrivées au mois de septembre. En fait, le chiffre, il prend de l'ampleur. On a fait une étude l'année dernière sur un échantillon de 1200 personnes. Et cette étude, elle nous a montré que 56 personnes des jeunes sont prêts à émigrer, dont 31% sont prêts à émigrer d'une façon non réglementaire. Quelles sont les causes qui peuvent justement pousser les Tunisiens à tenter de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie? C'est tout ce qui est économique et social. Les jeunes, ils te disent on n'a plus d'avenir en Tunisie, il n'y a pas de travail, l'économie elle chute, donc peut-être que ça va marcher ailleurs. Ici ça ne marche pas, peut-être qu'ailleurs ça va marcher. Ça c'est le plus grand facteur qui pousse les Tunisiens, et non plus les jeunes maintenant, mais les Tunisiens, parce que si tu as remarqué, on a des familles entières qui sont prêtes à se jeter dans la mer pour partir ailleurs. Justement, par rapport au profil du migrant irrégulier, on a l'impression que ça a changé au fil des années. Avant, c'était plus des hommes plutôt jeunes, et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a également des femmes, il y a des familles entières, des personnes âgées. Effectivement, le profil classique, c'est le jeune. D'ailleurs, on a 67% de jeunes qui sont âgés entre 20 et 30 ans. C'est la tranche d'âge la plus présente. Et on a des femmes, le pourcentage des femmes, il a augmenté de 1% jusqu'à 5% en 2017. Donc les femmes, c'est plus la femme qui reste à la maison, qui attend son mari, son frère, son père qui est parti pour assurer l'avenir. La femme aussi, elle part, elle cherche un meilleur avenir. Lorsqu'on regarde la manière des autorités de traiter ce dossier, autant en amont qu'en aval, est-ce que vous estimez, Lim Bouarouche, que ces mesures sont suffisantes? Rien que pour arrêter les réseaux de trafiquants, il faut investir beaucoup plus. Parce que on est contre ces réseaux de passeurs qui mettent en danger les Tunisiens qui partent en mer. Donc ce qu'on demande aux autorités, c'est que d'essayer d'arrêter les passeurs sur terre. Parce que ça conserve beaucoup plus la dignité des personnes si elles sont arrêtées en terre et non pas en mer. Parce qu'en mer, c'est beaucoup plus dangereux. Imaginons que je veux immigrer irrégulièrement. Par quelles étapes je vais passer? Comment ça se passe exactement? En fait, si vous partez dans les régions comme Karkna ou Jelgis, il suffit de demander, vous aurez des réponses. Tout le monde pratiquement connaît les passeurs. C'est des réseaux, c'est tels des agences en fait de voyage. Hein. C'est des réseaux bien établis. Il y a le passeur, il y a le joker. Ce qu'on appelle le joker, c'est la personne qui recrute ceux qui vont partir, et en contrepartie, il va avoir de l'argent, ou il va y avoir un passage gratuit vers l'Italie. Avant de partir, tu payes de l'argent, tu as la maison où est-ce que tu peux rester jusqu'à ce que le climat soit parfait pour la sortie. Donc c'est des réseaux bien faits. Les prix, ça diffère entre 3 000 et 8 000 dinars. Ça dépend combien vous payez. Plus vous payez, meilleur est le bateau dans lequel vous allez partir. En fait, c'est une affaire d'offre et de demande. Face au désespoir et à la colère de centaines de familles tunisiennes qui ne connaissent toujours pas le sort de leurs enfants, les autorités tunisiennes et italiennes sont aujourd'hui pointées du doigt et accusées de cacher la vérité. En mai 2015, une commission a été créée par le gouvernement sous la tutelle du ministère des Affaires sociales pour suivre le dossier des disparus en mer. De la poudre aux yeux, selon l'ancien président du FTDES, Abdelrahman Havili, qui a déclaré, je le cite, que cette commission ne fait pas son travail et vise à calmer les familles des disparus plus qu'autre chose. En attendant, les mères des Tunisiens disparus en mer continuent de se battre inlassablement pour faire la lumière sur le sort de leurs enfants. Elles ne perdent pas espoir qu'un jour peut-être, elles pourront embrasser et enlacer de nouveau les enfants qu'elles ont mis au monde, dont aujourd'hui seuls restent les souvenirs.